¿Puedo ampliar la pregunta? Ya, esta otra persona esperando. Usted vient parle de la revista En Kilomètres. Je vous remercie pour être dans le Mexico. Oui. Tout d'abord, je dois remercier Salan Alvarez et Hugo Arribillaga parce qu'ils nous ont montré votre manière d'écrire. J'ai deux questions spécifiquement pour vous. J'ai beaucoup d'essais. Mais tout d'abord, dans quel moment dans votre vie vous avez décidé que l'écriture c'est votre métier? Ça c'est la première. Et la deuxième, qu'est-ce que vous pensez que c'est la responsabilité du théâtre ou du littérature dans la société? Je vous remercie. Alors moi, dans mon cas, c'est un contexte assez intéressant qui m'a fait comprendre que je n'avais pas d'autre choix que d'écrire. Ce contexte est le fait que j'ai été formé comme... Moi, je voulais devenir comédien, je voulais jouer au théâtre, je voulais être comédien. J'écrivais secrètement, mais moi, ce que je voulais faire, c'était jouer au théâtre, être engagé par des metteurs en scène qui m'appelleraient pour aller jouer un rôle, et des rôles qui ne seraient pas le rôle... vous voyez, enfin, le rôle de l'arabe, le rôle du français, je voulais jouer un rôle. Bon. Mais j'ai grandi au Québec, et ce qui fait que le Québec, un pays théâtralement passionnant, c'est que c'est un endroit où, vous voyez, le Québec francophone, on parle de français, en français, mais ce n'est pas du tout le même français qu'en France. C'est un français qui se parle avec un accent tout à fait différent que le français de France, avec une langue, une structure grammaticale qui n'a rien à voir avec la structure grammaticale française de France. Ce n'est pas un patois, c'est une langue. Et si vous n'êtes pas capable de maîtriser non seulement la structure de la langue, mais l'accent de la langue, vous n'êtes pas engagé pour jouer au théâtre. Ou alors vous êtes engagé pour jouer le français ou le libanais. Et quand j'ai compris que je ne jouerais pas au théâtre parce que je n'ai pas l'accent québécois, ni la maîtrise de la langue québécoise à l'oral, j'ai compris que la seule manière que j'avais de continuer à faire du théâtre, c'était d'écrire, moi-même de devenir auteur, de devenir metteur en scène, et de mettre en scène mes amis dans une langue qui serait la mienne, une langue hybride qui mélangerait à la fois le français de France, le libanais, le québécois, l'anglais, et une sorte de langue poétique qui deviendrait proprement parler la mienne. Donc je vous dirais que l'écriture, pour moi, s'est faite à la sortie de l'école de théâtre de manière officielle, mais surtout dans un contexte linguistique qui m'a obligé, qui faisait en sorte que je n'avais pas d'autre choix par rapport au désir que j'avais envie de faire. J'aurais très bien pu décider que j'arrêtais et que j'irais, je sais pas, j'allais travailler à la poste, mais je voulais faire du théâtre. Alors ensuite, sur la question du... ça change tellement le rôle du théâtre, c'est-à-dire quel est son rôle. Il est tellement imbriqué dans la... C'est tellement un geste politique faire du théâtre. Parce que vous voyez, le théâtre, c'est le seul endroit où des vivants qui vont mourir sont debout sont dans un endroit qu'on appelle une scène, devant des gens qui eux aussi vont mourir. Vous voyez, le cinéma, c'est pas ça. Humphrey Bogart, il est mort. Donc si demain vous allez à la cinémathèque voir un film avec Humphrey Bogart, vous êtes des vivants qui regardez un vivant qui est mort. Mais le théâtre, c'est des vivants qui vont mourir, qui regardent des vivants qui vont mourir, avec comme axe principal la parole, la langue, parler. Mais là, c'est pas une parole, parce que quand est-ce que dans nos sociétés, quand est-ce que cet événement-là se produit? Vous voyez là, ça se produit, je suis un vivant qui va mourir. Vous voyez, dans 90 ans, nous sommes tous morts. Bon. Mais je ne suis pas en train de faire... Je parle au fond pour vendre un truc.
au fond, je parle pour dire qu'il y a une pièce de théâtre, il y a un roman, il y a des activités. Bon. Quand est-ce qu'il y a d'autres moments où on parle comme ça? C'est, je sais pas, un homme politique ou une femme politique qui veut, au fond, dire « votez pour moi ». Un autre moment, c'est l'Église. C'est quelqu'un qui dit « croyez en ceci ». Ça, ce sont les contextes, ou même au magasin, un magasin où on dit « achetez telle vaisselle parce qu'elle est bonne ». Au théâtre, c'est pas pour vous convaincre de voter pour quelqu'un. C'est pas pour vous convaincre d'acheter quelque chose, c'est pas pour vous convaincre de croire en quelque chose, de voter pour. C'est pas ça. Là, la parole, elle a, quand c'est bien fait, quand la sincérité est là, la parole est une tentative de partage en commun des questions obscures et puissantes qui nous habitent tous parce que nous sommes humains. Parce que nous sommes des humains. Et tout à coup, une parole se pose là, entre nous. Il y en a un qui l'a dit, l'autre écoute. Mais au fond, ça n'a plus vraiment d'importance, les rôles. Ce qui devient capital, c'est cette espèce de rassemblement autour de, si je reprends un peu cette phrase qu'il y a dans les trois sœurs de Tchekhov, à la fin de la pièce, il y a une femme, une des trois sœurs, qui dit cette phrase. Un jour viendra où l'on saura pourquoi tout ça, où l'on saura pourquoi nous vivons, pourquoi nous souffrons, si on savait. Et je crois que ce si on savait, est, pour moi, la plus belle petite chose qui a été écrite sur le rôle du théâtre. Si on savait, parce qu'on ne sait pas. On ne sait pas comment on fait pour règle des violences, des brutalités, des douleurs. On n'arrive pas à arriver ça. Et je crois que c'est rappeler encore, faire en sorte que dans 500 ans, on ait contribué au maillon. Qui fera en sorte que dans 500 ans, la question que vous m'avez posée soit encore posée. Sí. Susana Fernández de Telcel. Hemos encontrado en tus textos, en lo que se ha presentado en México, una gran voz que le da a los jóvenes. Hay en ellos una constante búsqueda, reflexiones sobre el entorno, sobre qué hacemos y para qué lo hacemos. ¿Hay algo en este contexto mexicano al que hoy ves? ¿Hay algo en la escena mexicana sobre los jóvenes mexicanos que te esté moviendo a escribir algo o que te esté moviendo hacia otras reflexiones como dramaturgo? Eh bien, depuis les 3 semaines, je lis tout ce que je peux lire sur la mort des étudiants. Et évidemment, c'est quelque chose qui à première, comme ça, d'emblée, me saisit d'effroi. Parce que il y a une telle floraison symbolique dans cette tragédie, entre le fait que ce soit des étudiants. Vous savez, au Québec, en 1990, le 6 décembre, il y a un jeune homme qui est entré dans une classe d'ingénieurs, de futurs ingénieurs, c'était à l'école polytechnique de Montréal. Cet homme est rentré dans cette classe, il était armé, il a fait sortir tous les hommes de la classe, il a gardé que les femmes, et il leur a dit qu'en tant que femme, elle n'avait pas le droit d'avoir accès à l'éducation comme celle-là, et il a tiré, il a tué 14 femmes. Ça a été un choc monumental.
cette tuerie-là, qu'on appelle aujourd'hui la tuerie de Polytechnique. Et vous voyez, c'était le 6 décembre, donc bientôt on va fêter le 26e anniversaire. Et on se pose encore la question, on compte leur âge encore à ces filles-là, qui sont 14. On se dit aujourd'hui, aujourd'hui elles auraient 45 ans, elles auraient probablement eu des enfants. Le Québec au complet continue à compter leur âge parce que le deuil n'est pas fait, ne peut pas être fait comme ça. Parce que symboliquement, là, dans le contexte québécois, symboliquement, les symboles étaient d'une puissance folle. Des étudiantes, des femmes, tuées parce que femmes. Fait en sorte que ça ne peut pas passer. Ça, cette tragédie-là ne peut pas passer. Eh bien, j'ai eu le même sentiment lorsque j'ai lu, alors avec la distance et avec les médias interposés, et sans la connaissance du pays, et sans la connaissance de la réalité politique et sociale du pays. Mais j'étais au Liban quand j'ai vu sur cette tragédie-là, j'étais ensuite en France, et venir ici en ayant ça, cette histoire-là en tête, me touche profondément et m'a fait me demander en quoi la pièce que je vais jouer peut être juste ou pas dans ce contexte tellement puissant, enfin, à mon sens. Et puis aussi symboliquement parce que j'ai bien compris que ces étudiants voulaient commémorer une autre révolution qui est arrivée, plutôt qui était celle de leurs parents. Vous voyez, ça nous ramène un peu au tableau de Rembrandt, entre le père et le fils, celui qui doit égorger le fils parce que la loi leur indique qu'il égorge, et puis celui qui accueille par amour. Alors vous voyez, pour ma part, quand vous me demandez ce que ça m'évoque, évidemment, moi je suis un auteur, je suis un artiste, et je ne peux penser que en termes métaphoriques et en termes artistiques. Je me tromperais si je commençais à émettre des opinions sociologiques ou politiques, surtout dans un pays que je ne connais pas. Mais ça me ramenait à une question sur laquelle je travaille en ce moment, et c'est les raisons pour lesquelles j'étais au Liban il n'y a pas longtemps. J'ai le sentiment que, en fait, je suis à chaque fois étonné lorsque j'entends des jeunes qui ont 20 ans dire qu'ils ne sont pas prêts pour faire telle ou telle chose, qu'ils ne sont pas prêts pour avoir des enfants, qu'ils ne sont pas prêts pour avoir du travail, qu'ils ne sont pas prêts pour partir en voyage. Et ça me laisse toujours un tout petit peu... j'ai toujours le sentiment d'entendre la parole de quelqu'un qui a été avalé, qui a été dévoré par une bête. Alors pourquoi j'ai ce sentiment-là? C'est parce que j'ai la conviction que 20 ans, c'est l'âge des héros. Qu'à 20 ans, on est un héros. Qu'à 20 ans, on est jeune. C'est pas à 30 ans qu'on est jeune. C'est pas à 40 ans qu'on est jeune. À 40 ans, on est vieux. C'est à 20 ans qu'on est jeune. Et c'est à 20 ans qu'on est... Vous voyez, les héros de la... Les héros grecs, ils avaient 20 ans. Ulysse, il avait 20 ans. Et je me suis beaucoup posé la question, comment cela se fait-il que dans à peu près tout l'Occident, et peu importe où je vais, que ce soit au Québec, au Mexique, que ce soit en France, au Liban, il y a cette conviction, comme si on avait réussi à éteindre une jeunesse, à l'éteindre. Alors, ça me renvoie à une autre question qui pour moi est très importante, qui est plus large, c'est le sentiment que chaque époque a eu à inventer une manière d'assassiner ces jeunes, de tuer ces jeunes. Alors il y a eu les guerres. Quand même, la première guerre mondiale, c'est quand même à peu près 23 millions de morts, l'âge moyen est de 22 ans. Aujourd'hui, c'est la crise. C'est-à-dire, une manière de les tuer, c'est de leur dire c'est la crise, t'es pas prêt à voyager, t'es pas prêt à avoir des enfants, t'es pas prêt à... Tu peux pas vivre maintenant. La seule solution que tu as, c'est d'obéir en continuant à aller à l'école, en continuant à te préparer. Tu ne peux pas, tu n'es pas prêt. Et c'est quelque chose qui, personnellement, m'indigne profondément. Mais je ne sais pas contre qui m'indigner. J'ai surtout le sentiment qu'il y a là une supercherie. Une supercherie économique, une supercherie politique.
Alors, évidemment, symboliquement, le fait